Mon propos ce soir est de présenter, on dit, le livre qui vient d'être édité, L'ère du peuple. Enfin, de loin, on voit surtout Mélenchon, mais bon. Le sujet du livre n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est L'ère du peuple. C'est un livre qui a une prétention, compléter la description de ce que pourrait être la stratégie révolutionnaire de notre époque, décrire les conditions et les moyens de la révolution citoyenne. Ce livre fait suite, quoiqu'il ne soit pas strictement rangé les uns derrière les autres, à celui que j'avais publié en 2010 et qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous », qui était un concentré, une préparation de ce qui allait être la campagne présidentielle de 2012 et qui s'inspirait pour l'essentiel des enseignements des révolutions citoyennes en Amérique latine. Évidemment, ce n'est pas un livre théorique. Sa forme, sa présentation, son prix en font un document qui voudrait circuler le plus largement possible sans que l'un ou l'autre soit retenu, soit par l'ampleur du document. La lecture d'amples documents est un habitus qui n'est pas partagé aussi largement qu'on peut le croire dans cette école. Et que moi-même j'ai pu le croire. Il m'aura suffi de voir une fois quelqu'un tenir cette monstruosité qui s'appelle Enquête de gauche, que j'ai fait en 2007, qui fait 350 pages, et la personne, sidérée par le document lui-même, déjà avait un problème pour l'approcher. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne le ferai plus jamais, et que je devrais mettre, comme je vous invite à le faire, vous qui avez la chance d'avoir pu faire des études longues et de continuer votre perfectionnement intellectuel et humain, j'espère, de mettre votre intelligence et votre savoir-faire au service des autres et de leur possibilité d'amélioration individuelle. J'ai essayé de faire ça. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais j'ai essayé de faire ça. Donc c'est un livre très prétentieux parce qu'il prétend continuer la démonstration de ce qu'est la méthode de la révolution citoyenne et ses fondements théoriques dans la nécessité historique. Et en même temps, il prétend le faire dans des mots assez simples pour que ça n'apparaisse pas comme un passum insupportable. La grande difficulté pour parler de politique est que les mots ont été tellement amplement corrompus que quand on les utilise, on ne sait plus très bien ce qu'on désigne. Alors vous connaissez cette phrase de Platon où il dit la corruption de la cité commence par la corruption des mots. En effet, la mauvaise monnaie des mots circulent amplement. Par exemple, un gouvernement de gauche. Bon, naturellement, ce gouvernement n'est pas de gauche. C'est un gouvernement qui pratique une politique de droite, composée par des gens qui ont été à gauche, pas tous d'ailleurs, certains ne l'ont jamais été, quoi qu'ils en disent, et la monnaie circule. Quand vous dites « je suis de gauche et je vais vous expliquer mon programme », les gens disent « ça va, Valls et Hollande, on a donné ». Donc les mots sont difficiles à utiliser parce qu'ils ont été utilisés tellement à contre-emploi et pour désigner des choses qui ne sont pas, que c'est un problème. Mais la deuxième difficulté résulte des faits eux-mêmes. Nous devons nommer avec des mots du sens commun des choses qui ont tellement changé qu'elles ne correspondent plus à ces mots. On le verra en particulier avec le mot « peuple ». Quoi de commun entre le peuple qui se retire sur l'Aventin en l'an 494 avant notre ère, contrairement à ce que dit le livre qui attribue ça à 380 avant notre ère. Le peuple se retire sur l'Aventin pour contraindre les patriciens à tenir compte de ses revendications et c'est le moment où les tribuns du peuple vont recevoir le droit de veto sur les lois que le Sénat romain disposait. Quoi de commun entre ce peuple qui peut se retirer sur l'Aventin, ce qu'il ne pourrait même plus faire aujourd'hui, et le peuple, les multitudes urbaines des cités sans fin de notre époque. Un mot en commun, mais certainement pas une situation en commun, certainement pas. Mais pourtant, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et je ne pouvais pas en inventer, surchargeant ainsi ce que j'avais à dire de la nécessité de fournir avec un lexique. Et j'ai donc utilisé des mots qui ne sont pas toujours adaptés aux choses qu'ils désignent, parce que les choses qu'ils désignent sont d'une radicale et totale nouveauté. Le livre donc décrit un état du monde en proie à 3 bifurcations. Et ces bifurcations vont nous mettre de nouveau, nous, les êtres humains, collectivement, considérés comme un tout, au pied du mur d'avoir à opter entre
les deux choix qui, en définitive, nous séparent en politique depuis toujours, tous ensemble ou chacun pour soi. À cet état du monde, il propose une réponse programmatique. Programmatique ne signifie pas la collection des engagements pour la prochaine élection, mais une vision sur ce qu'il y a lieu de faire et les principaux outils qu'il faut utiliser pour répondre à la situation. Dans ces conditions, ce que je fais, ce n'est pas proposer une utopie, mais d'abord une description de l'état réel, du mouvement qui l'anime et le pousse à se transformer radicalement, et des éléments de conscience pour le comprendre et y trouver une réponse. Écho lointain de la formule de l'idéologie allemande de Karl Marx qui disait « Qu'est-ce que le communisme ? L'état réel qui abolit l'état actuel, le mouvement réel qui abolit l'état actuel, virgule, et sa conscience, mystère devant lequel je restais sidéré pendant des mois, du temps que j'étais jeune, avant d'oublier de perdre le livre, ce qui était la meilleure des choses que j'avais à faire pour réfléchir. » L'état du monde, donc, en proie à trois bifurcations. C'est elle que je vais essayer de vous présenter. Et on m'a dit que quand on est à l'ENS, il n'y a pas besoin d'amener des coloriages. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Parce que mon propos est non seulement de désigner des choses pour les montrer, reprenant la formule qui est en tête du livre. En tête du livre, il y a une citation de Garcia Marquez prise dans 100 ans de solitude. Le bouquin 100 ans de solitude commence par le fait que le colonel Aureliano Buendia est en train d'être fusillé, et il se rappelle de l'état du monde tout neuf dans lequel il est arrivé dans le nouveau monde, et il dit les choses étaient tellement nouvelles que, bon, pour les désigner, il fallait les montrer du doigt, car on ne disposait pas des mots pour les nommer. J'ai à la fois à vous parler de phénomènes, mais surtout à attirer l'attention sur leur radicale nouveauté, en ce sens qu'ils sont en proie à un mouvement d'une violence et d'une vigueur jamais vues dans toute l'histoire humaine. Quels sont, d'abord, le mot bifurcation mérite explication. Le mot crise ne veut strictement rien dire. On suppose un déséquilibre provisoire et momentané d'un système qui par ailleurs serait pérenne et qui, une fois la crise surmontée, serait appelé à reprendre son train-train. Ce n'est pas du tout de cela dont il est question dans l'état du monde actuel. Il s'agit d'une bifurcation. Une bifurcation, je ne suis pas un scientifique aussi avancé que quelques-uns dans votre salle, j'en profite d'ailleurs tout de suite pour dire qu'on ne demande pas à un responsable politique d'être en concurrence avec les scientifiques, les sociologues, les ethnologues, les philosophes auxquels il emprunte des matériaux, mais de les emprunter à bon escient et de les utiliser par rapport aux fins qu'il vise et qu'il peut proposer à la réflexion de chacun. Donc, la première de ces bifurcations, c'est de comprendre que bifurcation veut dire un système composé d'un certain nombre de paramètres et qui est en dynamique. La modification d'un seul de ces paramètres modifie totalement la trajectoire de l'ensemble. C'est ce changement de trajectoire, soudain, sur la base de quelques principes auto-organisateurs modifiés, qui constituent une bifurcation dans le domaine particulier de l'histoire, c'est-à-dire de la société humaine. J'ai donc préféré le mot bifurcation au mot crise pour désigner ce qui se passait. Première bifurcation, je les prends dans l'ordre du sensible. Je ne les ai pas hiérarchisés, la logique aurait voulu que je procède autrement. Mais je commence par l'ordre sensible. On va commencer par la politique au sens traditionnel du terme. Enfin, pas la politique politicienne, la politique, celle qui compte, c'est-à-dire la géopolitique. L'ordre est le rapport des forces entre les puissances dans le monde. Nous avons connu un monde dominé par une superpuissance, les États-Unis d'Amérique, qui avait vu une partie de l'univers se soustraire à la loi du marché, c'était le camp socialiste. On pense ce qu'on veut du socialisme qui s'y appliquait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne participait plus du processus général de l'accumulation capitaliste. Après la chute du mur de Berlin, un monde nouveau naît. Mais auparavant, déjà, quelque chose avait changé de fondamental. C'est que comme suite des événements historiques qui avaient conduit à la Deuxième Guerre mondiale, sans régler aucun des paramètres de la crise précédente, les États-Unis d'Amérique s'étaient emparés d'un monopole inouï, celui de battre monnaie pour tout le reste du monde. C'est-à-dire les fameux accords de Bretton Woods, présentés aujourd'hui comme un succès de la diplomatie, de la concorde universelle et de la bonne entente au lendemain de la guerre. Pas du tout. C'est un rapt politique qu'ont fait les États-Unis d'Amérique sur le reste du monde et on a décidé qu'en dernière analyse,
tout le monde commercerait ou pourrait commercer en dollars, du moment que le dollar, lui, était appuyé sur une valeur matérielle dont on évaluait le cours, c'est-à-dire une part d'or. L'or étant une valeur matérielle. Une monnaie qui n'a pas de contrepartie matérielle, c'est le monopoly. Mais dans la société humaine, la monnaie se substitue aux usages du troc, mais elle doit nécessairement être un équivalent entre deux valeurs matérielles. Donc, le dollar. Et cela donne immédiatement aux États-Unis un privilège dont ils auraient pu ne pas abuser, mais dont ils ont immédiatement abusé, qui est celui de battre monnaie sans se soucier de savoir si la contrepartie matérielle s'y trouvait ou pas. Jusqu'au point où, quelques facétieux réclamant la transformation de leur propre dollar en or ont mis les États-Unis d'Amérique au pied du mur. Ou bien payer en or, ou bien cesser de payer. N'importe quel autre pays du monde aurait été déclaré en banqueroute. Pas eux, puisque c'était la première économie du monde à ce moment-là. Le premier marché, la première capacité de production, la première masse monétaire du monde, le premier pays avec lequel on échangeait. Ils disposaient donc d'un rapport de force dont ils ont aussitôt abusé, imprimant des milliards et des milliards de dollars. Et le 15 août 1971 intervient une date mal connue, mais fondamentale, parce qu'elle va faire bifurquer le monde. Ce jour-là, le président Nixon décide qu'on n'échange plus les dollars contre de l'or, mais contre d'autres monnaies, et que tout ça, mis l'un dans l'autre, forme un marché particulier de papier. À partir de là, la valeur du dollar est exactement égale à la confiance qu'on lui fait. La confiance qu'on va lui faire va être épaulée par le mécanisme de la présence de 700 000 hommes de troupes dans le monde et de 600 bases sur les 5 continents. Et d'une économie d'armement qui, à intervalles réguliers, va relancer le caractère fictif d'une économie productive, celle des États-Unis d'Amérique. Mais là, la bifurcation, il faut la comprendre, n'est pas seulement par l'odieux abus de pouvoir auquel il se livre, mais c'est parce qu'une explosion de signes monétaires va se produire. Une explosion qui va nous amener de 1970, le moment où Nixon prend la décision, il y a 20 milliards de dollars par jour qui s'échangent dans le monde. 1970. 1990, 1500 milliards de dollars par jour s'échangent dans le monde. 2010, 4000 milliards de dollars par jour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est arrivé à une circulation, à des échanges et à des transactions qui sont égales à 100 fois la valeur des échanges matériels réels. Nous avons donc un monde parallèle de puissance où circule de l'argent qui correspond à des valeurs qui n'existent pas. On s'accroche. C'est un monde parallèle. Il tourne sur lui-même. Et à certains moments, il revient dans l'économie réelle, soit parce que celui qui a beaucoup d'argent achète, soit parce qu'il intervient dans une entreprise, mais jamais cette masse d'argent ne rentre totalement dans l'économie réelle. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, si elle entrait, alors on aurait un mécanisme gigantesque d'inflation, parce que l'équilibre se rétablirait entre la masse monétaire et les signes monétaires, et les signes et les valeurs matérielles. Exemple. Si par exemple on distribuait dans cette salle tous les dollars disponibles dans le monde, les dollars bidons imprimés par les États-Unis d'Amérique en signes monétaires, les dollars bidons inscrits dans les comptes des entreprises en valeurs de toutes sortes, des dérivés, des emprunts sur les emprunts, des dettes sur les dettes, et qu'on les distribue à toute cette salle et qu'aussitôt cette salle, sortant, essaye avec la masse d'argent qu'elle aurait dans ses valises d'acquérir l'équivalent des objets dont vous pourriez avoir envie à la valeur signalée aujourd'hui. Par exemple, ceci vaudrait 1 euro et vous viendriez avec votre euro-dollar. Mais l'instant même où cette distribution aurait lieu, cette chose ne vaudrait plus 1 euro, mais 1000, 2000, 3000, 4000. Une hyperinflation qui foudroierait l'économie tout entière. Vous pouvez penser que tout ça est loin. Je vous fais grâce du niveau des cours boursiers, qui représentent des masses gigantesques d'avoirs que les gens sont censés avoir dans leur coffre-fort, mais qui ne correspondent pas à la production réelle. Je vous donne des chiffres. En 1975, on est donc 5 ans après la décision de Nixon, il y a 1400 milliards de valeur boursière. En 1995, 20 ans après, il y en a 17 000 milliards. Et en 2007, juste avant la crise des subprimes, 63 000 milliards. On pourrait dire, bah oui, c'est normal, il y a beaucoup d'entreprises, ça produit beaucoup, on échange beaucoup. Pas du tout. Pendant ces mêmes 30 années où la bulle boursière
s'est dilatée de 5 à 10 fois, la production réelle, elle, n'a augmenté que de 3,5. Et je pourrais comme ça continuer. Hier, avec Pedro Paez, qui est le superintendant des marchés en Équateur, il donnait la masse des dollars qui était mis en circulation par les produits dérivés. C'est absolument monstrueux. Alors, première bifurcation, la voici. Un monde parallèle, celui de la finance, existe, et il réalise en son sein des taux de profit qu'ensuite il vient réclamer à l'économie réelle. Et c'est comme ça que vous avez, là où autrefois on demandait à une entreprise du 4, du 5%, dans les années 70, nous étions nombreux à dénoncer le pillage que 4 ou 5% représentaient, l'extorsion de fonds que c'était sur les travailleurs. Aujourd'hui, c'est 10, 12, 18, parce que dans la sphère financière, l'accumulation peut se faire à 20%, à 30%. Et donc, ils reviennent et exigent ces taux sur l'économie réelle, qui évidemment l'asphyxie, la fait suffoquer. Aucune stratégie de long terme dans n'importe quelle industrie est possible avec une exigence de taux de cette nature. D'autant que le temps court gouverne et que les benchmarking des entreprises, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il faut faire la preuve qu'on est bien dans les purs, qu'on est bien, on va se diriger vers les 10, les 12, les 18. Et c'est comme ça que vous avez une entreprise. La dernière entreprise en France qui produit du PVC, dont on a besoin pour faire toutes sortes de choses en PVC, que vous connaissez, c'est la dernière. Ben, les fenêtres, celle-là, je ne sais pas en quoi elles sont, les gouttières, bon, des choses comme ça. La dernière entreprise rachetée pour faire du 18%, n'en fait que du 12%, et donc son propriétaire la vend. Et elle la vend à un aventurier qui l'achète à vil prix, c'est-à-dire la somme qu'il lui faudra pour liquider tout le monde, et en se payant par la vente des actifs, c'est-à-dire le sol et les murs. Voilà comment une entreprise absolument viable, absolument saine, avec une technique indiscutée, est assassinée par l'asphyxie à laquelle les exigences de la sphère financière le contraignent. Et voilà pourquoi la France a été pendant un certain nombre d'années le paradis des investissements étrangers directs. Oui, c'était les vampires. Et le résultat, c'est que ces années de paradis se sont terminées par le fait que la production, la capacité, la production industrielle est passée de 20 à 10% du total de la production. Tout a été siphonné, pillé, et cela crée, sur le plan de la stratégie politique, une dimension nouvelle qu'il faut arriver à maîtriser, c'est les contradictions entre les différents secteurs du capitalisme. Ceux qui ont accumulé sur des entreprises réelles et ceux qui n'accumulent sur rien du tout de réel, mais seulement sur de la finance. Je ne vais pas entrer dans cet aspect tactique, je reste sur la bifurcation. À partir de là, comprenez, le plus grand danger qui existe, c'est que celui qui n'existe que par la dette qu'il a créée sur le reste du monde, que cette dette demande à être reconnue, c'est-à-dire qu'on le transforme, on demande la transformation de cette masse de dollars en valeur matérielle. C'est ça qui arrive aux États-Unis d'Amérique en ce moment. Leur pire hantise, c'est que le monde cesse de commercer en dollars. Car s'il cesse de commercer en dollars, les dollars possédés, eh bien, ne vont plus ou servir à rien, ou on va demander leur contrepartie dans une autre monnaie qui, elle, a une valeur réelle, correspond à des biens réels. C'est ça qu'ils craignent. Alors, ils étaient comme ça avant, et les autres étaient comme ça. Et maintenant, voilà que le comme ça, c'est partagé en 4 blocs à peu près égaux. Le reste du monde, les États-Unis d'Amérique, et la valeur totale de ce qu'ils produisent inclut les services, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas, les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'Europe, et en petit le Japon. Tant que ces blocs commercent en dollars, le système tient. Si quelqu'un arrête de commercer en dollars, le système s'effondre. C'est ce qui est en train de se passer. Cette bifurcation, alors pourquoi c'est en train de se passer? En 2 mots, c'est de l'actualité. Cet été, les BRICS ont décidé, en réponse sous la proposition russe, en réponse aux prétendues sanctions économiques contre la Russie à propos de l'Ukraine, les BRICS ont décidé de créer un fonds monétaire international et une banque mondiale, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui, mais côté BRICS. Et dès cet été, au mois d'août, ça se passe en juillet, dès cet été au mois d'août, la Chine et la Russie ont décidé de commercer entre eux dans leur monnaie nationale respective et plus en dollars pour les matières premières et l'énergie. Autrement dit, le processus qui va frapper au talon d'Achille l'économie mondiale est engagé.
la domination des États-Unis d'Amérique pose un certain nombre de problèmes. La fin du leadership en pose d'autres tout aussi compliqués. On peut imaginer, si le collapse se produit, un moment de sidération et de bousculade générale de l'économie du monde. On ne sait pas pour combien de temps. Ça dessert les taux pour nous, mais en même temps, ça va nous soulever des difficultés gigantesques. Le bouleversement de l'ordre géopolitique exige une nouvelle stratégie politique internationale, notamment pour notre pays, à inclure dans la stratégie révolutionnaire qui doit être la nôtre, exactement comme tous nos camarades d'Amérique latine ont modifié leur stratégie de politique étrangère en tenant compte du fait que non seulement ils étaient voisins de l'Empire, mais qu'on ne peut pas avoir une politique nationale différente de celle que sa propre politique extérieure promeut. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je pense, qu'il faut sortir de l'OTAN, qui est l'organisation militaire de l'Empire, dans laquelle nous n'avons rien à faire, qu'à être embarqués dans ces aventures, mais qu'il ne suffit pas de dire qu'on va s'en retirer. Il faut proposer une alternative. Et cette alternative, c'est une alliance altermondialiste, c'est-à-dire pour un autre ordre du monde, dont la préoccupation essentielle et unique serait le respect de la souveraineté des peuples à travers les institutions démocratiques qu'ils se donnent pour mettre en œuvre cette souveraineté. C'est pourquoi, d'une manière un peu provocante, j'ai rappelé que la France n'est pas une nation occidentale. L'Occident des États-Unis étant composé d'occidentaux aussi peu convaincants que les Japonais, on comprend qu'il y a là une mystification dont on retrouve le détail dans le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Nous ne sommes pas une nation occidentale. Nous sommes une nation universaliste. Nous le sommes par les principes qui nous animent, liberté, égalité, fraternité, mais pas in God we trust. Liberté, égalité, fraternité est un pacte politique qui peut être proposé à l'humanité entière. Ça n'est ni racial, ni genré, ni affecté religieusement, ni ethnicisé surtout. Liberté, égalité, fraternité. Ça n'est pas den deutschen Volk, comme sur le Parlement allemand. La France est présente sur les 5 continents. La plus longue frontière de la France n'est pas avec l'Allemagne, c'est avec le Brésil. Moi, ça m'amène à dire que nous serions plus intéressés à être avec les BRICS qu'avec les États-Unis d'Amérique. On m'a dit que ça n'était pas raisonnable, mais personne ne l'a démontré. Et j'aimerais savoir en quoi nous serions une plus vieille nation que la Russie, ou que la Chine multimillénaire. Car, paraît-il, les BRICS seraient réservés aux jeunes gens de la planète. La Chine était la première puissance mondiale au XIXe siècle pour la production. Tout le monde a oublié parce qu'on leur a infligé entre-temps le régime que l'on sait, je ne parle pas des communistes, mais de ce que nous avons fait avant. C'est-à-dire la guerre de l'opium pour obliger les gens à se droguer, et ainsi de suite. Voilà la première bifurcation. C'est celle avec laquelle vous êtes aux prises aujourd'hui. Dans la bataille qui se mène, comme toutes les crises du capitalisme sont des crises de surproduction, l'enjeu est qui va arrêter l'autre pour que ces marchandises s'y substituent. Si bien que la crise que nous avons en Europe, à la suite de la politique folle qui est appliquée, peut être considérée comme une victoire pour ceux qui ont intérêt à ce que l'Europe entre en récession. Et l'Europe est entrée en récession, avec la complicité très active des meilleurs agents du capital financier qu'est, pour des raisons de population et de démographie, le gouvernement allemand actuel, CDU-CSU, qui fait la politique des retraités par capitalisation de son pays, qui ont besoin d'un haut niveau de l'euro qui détruit tous les gains de productivité et qui ont besoin d'un haut niveau de versement de dividendes pour payer les retraites. Ainsi, toute l'Europe est mise à contribution de maintenir par-dessus tout les comptes en équilibre d'une série de banques, alors même que nous savons que jamais, 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 jamais la dette ne sera payée. Jamais la dette ne sera payée. Nous souffrons pour rien. Vous souffrirez pour rien si vous acceptez de payer la dette et de continuer à la payer. La dette a pour unique fonction de continuer à faire semblant qu'en effet le système tourne, que les comptes sont en ordre, que les banques ne sont pas déficitaires, que les bilans sont équilibrés. Ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. De temps à autre, il arrive des gaps. Tout d'un coup, la masse du découvert, il faut bien rendre les comptes, alors on essaye de trouver une tête de turc pour expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. C'est l'affaire Kerviel, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Voilà la première bifurcation. Maintenant, je viens à la seconde. Vous voyez, elle est déterminante. Ça veut dire qu'elle ouvre quelle issue?
Tous ceux qui ont des dollars sont morts de peur d'en perdre la valeur. Mais c'est un outil de puissance extraordinaire. Mais la guerre est une solution. Mes amis, comment sort-on d'une crise de la dette dans l'histoire? Comment sort-on? Comment peut-on régler le problème? Première hypothèse, on paye. Oubliez. On ne paiera jamais. Ce n'est pas possible. Il faudrait je ne sais combien de dizaines d'années et de siècles pour arriver à résorber une dette pareille. Deuxième hypothèse, on dévalorise le capital. Il y a deux manières de faire. La première, c'est l'inflation. Je suis pour l'inflation. S'il faut être raisonnable, hein. Mais si je gouvernais le pays, je suis aussi capable de ne pas être raisonnable. C'est-à-dire, on ne paye pas. Alors on me dit, mais ça, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas emprunter. Et alors? Qui est mort si on ne paye pas? Ceux à qui on doit, pas nous. Nous, le soleil se lèvera, le lendemain matin, il faut ramener les gosses à l'école, il faudra acheter du pain, il faudra donc en produire, etc. L'économie redémarrera aussitôt. Le gap que nous aurons à payer n'est rien à côté des souffrances qui seraient infligées à ce peuple si on continue comme ça. L'inflation, ça veut dire quoi? Que la Banque Centrale Européenne rachète la masse des dettes des États et leur prête, et ça représente quelle inflation? 5 à 6 points par an. C'est rien. Mieux vaut 5 à 6 points d'inflation qu'être mort. Et puis si vous ne faites pas ça, eh bien vous avez la guerre. La guerre, c'est une très bonne façon de dévaloriser les actifs, vous cassez tout. Et après, on reconstruit. Cycliquement, il y a des guerres dans le capitalisme, tout aussi cycliquement qu'il y a des crises. Le système capitaliste n'a jamais été un système stable. Le nombre des crises va augmentant par décennies. Le système capitaliste est de plus en plus instable, c'est normal, puisqu'il est dominé par une énorme bulle interactive, métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre en permanence. C'est normal. Le système est totalement instable. Et la guerre peut surgir, non pas comme un résultat purement déterminé de l'histoire. Après tout, ce sont des décisions humaines. On voit où va la pente. La guerre de 14 n'était pas inéluctable, mais elle a eu lieu. Parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce qu'elle ait lieu. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Pour plein de raisons. Notamment du fait du rôle que joue l'économie d'armement comme seule courroie d'entraînement de l'économie nord-américaine. La guerre menace donc. Et la solution qui reste, c'est la révolution citoyenne, mais on va en parler un peu plus loin. C'est-à-dire la décision collective sur cette masse de papier bidon face à laquelle nous nous trouvons confrontés. Je viens à la deuxième de ces bifurcations. Trop souvent traité comme un chapitre du programme, c'est la bifurcation de l'écosystème. Du seul écosystème compatible avec la vie humaine. J'y insiste. Je ne me présente pas en défenseur de la nature, ça vaudrait la peine, mais ce n'est pas mon sujet. La nature, la planète peut continuer avec des nuages composés d'autres gaz, et des cafards et des fourmis qui vivraient heureux dans un monde débarrassé de l'infection que sont les êtres humains. Ce n'est pas le sujet. Le monde tel que nous le connaissons est le résultat d'une pollution de masse, puisque les premiers organismes respiraient à l'inverse d'aujourd'hui. C'est-à-dire aspirer des gaz carboniques et recracher de l'oxygène. Donc nous défendons un écosystème, mais cet écosystème, trop tard, nous l'avons mis en danger par le productivisme. Le changement climatique est commencé, c'est le verdict de cet été. On m'a dit que j'exagère, moi je n'exagère rien du tout, je lis ce qu'on me dit. Un responsable politique doit partir quand même de ce que disent ceux qui sont les scientifiques, ceux qui savent. Alors leur savoir n'est pas absolu, mais du moins nous alerte-t-il à temps. Le changement climatique est commencé. Je ne prends que cet aspect de la perturbation de l'écosystème, le seul compatible avec la vie humaine. Je ne prends que cet aspect. Parce que ce changement du climat intervient sur un monde qui a changé de nature. Évidemment, il est le résultat de l'activité humaine, ce qui a conduit des scientifiques à parler de l'anthropocène pour décrire notre époque. C'est-à-dire une époque où l'activité humaine modifie la nature de la planète elle-même. C'est un scientifique, dont j'ai oublié le nom, qui a trouvé cette expression anthropocène. Bon, on comprend, comme il y a eu le Miocène, le Pléistocène, etc. Voilà l'anthropocène. Ce changement climatique, il se traduit, du fait de l'émission considérable des gaz à effet de serre, par un effet de réchauffement qui conduit à la fonte des glaciers et des pôles, lesquels, augmentant la masse d'eau, pèsent plus lourdement sur les fonds, où se trouve de la glace, laquelle contient du méthane. La glace remonte. Et qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, vous avez des entreprises qui disaient, bon, on va ramasser la glace parce qu'il y a du méthane dedans et on le vendra. La cupidité n'a pas de limite. Mais tout ça provoque des changements dans le climat qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la température monte que le résultat est qu'il fera plus chaud. Le premier résultat, c'est qu'il pleuvra beaucoup. Les autres peuvent dire après nous le déluge parce que c'est exactement ce qui va se passer. Et qui est déjà assez amplement commencé avec des événements climatiques. Chaque fois qu'un degré de plus de température produit 7% de plus d'évaporation. Le mécanisme est assez simple. Si ça s'évapore, il y a plus d'eau qui monte. Et si elle monte, elle descend. Donc il y a plus de pluie. Et dans les deux sens, des événements, des tourbillons se créent d'air qui monte et qui descend. Le résultat est qu'au minimum, sans envisager aucun autre des résultats, mais vous les comprenez tous, imaginez que le problème au Japon, ce n'est pas le tsunami. Il y a toujours eu des tremblements de terre sous la mer. Il y a toujours eu des tsunamis. La différence, c'est qu'au lieu de passer sur des cabanes de pêcheurs, ça passe sur des centrales nucléaires. C'est donc la conjonction d'un monde hyper urbain, hyper concentré, hyper nombreux, avec un phénomène de bouleversement de l'ordre de la nature qui provoque des catastrophes qui sont en état d'interrompre la civilisation humaine. Là, on va vous montrer un coloriage. Là, c'est la centrale du Blayais. La partie bleue que vous voyez là, c'est l'estuaire de la Gironde. C'est une centrale nucléaire. En 1999, il y a eu une conjonction pour la première fois dans notre histoire de creux de 7 mètres et d'un vent de 140 km/h. Heureusement, un technicien a compris que ça allait mal tourner. En effet, l'eau de la Gironde, de l'estuaire, est montée et il a charrié des milliers d'objets qui se sont mis dans les conduits qui refroidissent la centrale. C'est pour cette raison qu'il a interrompu le fonctionnement. On a eu chaud. Maintenant, vous voyez où est la centrale. Elle est là pour prendre l'eau de la Gironde. Et maintenant, on va la voir avec le premier niveau d'élévation de la mer prévu d'ici à 2050. 2 mètres d'élévation. La centrale est là. Fin du siècle annoncé par les climatologues, nous sommes à 6 mètres. Par conséquent, quand je vous parle des bifurcations et que je vous dis que c'est une mise au pied du mur, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça ait lieu? On bavarde pour savoir si on va mettre des autobus ou des trains. On va confier à EDF, à partir de la quantité fixe d'énergie nucléaire qu'elle a le droit de produire, on va bavarder sur quelle centrale peut-être EDF va fermer. Ou bien on décide qu'on en sort. Personne ne sait démonter une centrale nucléaire aujourd'hui. Celle qu'on a commencé à démanteler, ça fait 10 ans qu'on y est et c'est toujours pas fini. Il y a état d'urgence. Et c'est un état d'urgence politique. Il y a une décision à prendre. Le contraire du hollandisme réel, qui consiste à ne rien faire en attendant que les choses se règlent toutes seules. Une application dans le PS du Wu-Wai taoïste. Le non-agir agissant. Il ne sait même pas qu'il est taoïste. Voilà. La bifurcation écologique n'est pas un chapitre du programme. C'est le cœur du programme. C'est autour de cette question que l'ensemble des moyens doit être organisé. Et c'est le plus enthousiasmant pour nous, parce que c'est un défi. Et à ce défi, on peut répondre par des règles nouvelles auxquelles on s'astreint. La première, c'est d'instaurer la règle verte. On ne prend plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Et de cette manière, on interrompt l'augmentation galopante de la dette écologique qui fait que tous les ans, le jour à partir duquel la planète n'est plus en état de reconstituer ce qu'on lui a pris avance dans l'année. Quand on a commencé les comptes dans les années 80, cet événement avait lieu vers la fin du mois de décembre. Aujourd'hui, cet événement a lieu le 19 août, cette année. Ça a été le 19 août, qui est un bon jour. Bravo à ceux dont c'est l'anniversaire, comme moi. Et sinon, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme événement plus marrant? Le décès de l'empereur Auguste, qui termine en disant, il y a des latinistes ici, je suis sûr, plein. Eh bien, vous expliquerez aux autres. Acta est fabula.
C'est pas mal. Bon. Où j'étais, moi? Je suis parti, me voilà parti à Octave Auguste. Non, ne vous inquiétez pas. La règle verte d'un côté, et d'un autre côté, la planification écologique, c'est-à-dire la mise en rapport des secteurs de la production et de l'échange les uns avec les autres, d'après une direction. Dès qu'on dit planification écologique, les oiseaux s'évanouissent en disant « Ah, ça vous a reconnu, l'Union soviétique !» Ce sont naturellement des crétins qui ignorent que la planification était le fait de toute l'économie dans le monde entier et que le général de Gaulle, ce communiste échevelé que tout le monde connaît, avait créé le commissariat au plan et l'ardente obligation du plan. La planification, c'est refuser de s'abandonner au marché et donner la priorité à la décision collective. Mais surtout, c'est récupérer la propriété publique du temps. Car le temps que nous ne voyons pas, dont nous ne parlons jamais, est aujourd'hui approprié de manière privée par le temps court, celui de la transaction financière, celui de la production à flux tendu, celui de la soumission à la circulation de l'argent et de la marchandise. Il faut récupérer la propriété du temps long, et la récupérer, c'est décider la planification. C'est-à-dire assujettir le temps court au temps long, et non l'inverse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le benchmarking tous les 3 mois, c'est assujettir toute la stratégie, toute la production d'une entreprise à un rythme de 3 mois. Faire de la planification écologique, c'est donner des repères, de la stabilité, de la visibilité sur le temps long. L'un des enjeux de la lutte écologique que nous avons à mener est le retour à la propriété collective du temps. Le temps de la production et le temps des objectifs que nous donnerons.